Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude, 4 jours semaine. C'est notre dernière de la semaine aujourd'hui. Je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV, journaliste. Oui. Bonjour Tommy. Bonjour. Tommy, on a encore une émission assez chargée aujourd'hui. 4 entrevues, 2 gros dossiers qui ont émergé dans l'actualité hier. Celui de l'Optilab d'abord qu'on va aborder avec le porte-parole syndical de l'APTS, Sylvain Sirois, qui sera avec nous par téléphone. Il est à Bécomo depuis hier. Il est le porte-parole pour la Côte-Nord du syndicat qui regroupe plusieurs personnes dans les laboratoires. La décision a été claire hier. Là, le ministère va centraliser dès le 1er avril 2017 les budgets dans un premier temps. Ensuite de ça, j'imagine qu'on va faire quelques vérifications, certaines choses. Donc, on en parle. La réaction syndicale avec Sylvain Sirois vers 12h15 sur nos ondes. On aura presque une chronique que tu connais bien à Cogeco TV avec Monsieur le maire qui sera avec nous. Il est à Québec présentement. Il y a une rencontre de la Fédération québécoise des municipalités. Le maire de cette île, donc, n'était pas présent à la conférence de presse hier de la Chambre de commerce concernant Ménarneau. Bien sûr, on va aborder ce dossier-là. Ce matin, on a un communiqué également de la Corporation de l'environnement qui nous rappelle aussi là que l'acceptabilité sociale, ça passe par la transparence, puis qu'on n'a pas eu de rencontre à cette île là au niveau du décret, de l'explication du décret. Pas pour la population, du ministère de l'Environnement après l'adoption justement de ce décret. Ménarneau ont toutes les autorisations. Bien sûr, du côté de la Chambre de commerce, on voudrait que ça y aille plus vite, ce projet-là. Là, on pense que ça serait drôlement bienvenu pour les entreprises de cette île, un gros chantier ces jours-ci. Donc, Régent Porlier sera notre invité en direct par téléphone à 12h25. Ensuite de ça, on reçoit la conseillère Louisette Doiron-Cateau, surtout pour parler de la journée internationale des aînés prévue cette fin de semaine. Une belle fête des personnes âgées qui est prévue avec diverses activités à Ouachat, à cette île, mais pour les gens aussi de la communauté Innu de Ouachat, Macmillan-Tenam, bien sûr. Et en fin d'émission, on reçoit Cindy Honzel, Tommy. Début des cours, début des horaires d'école, ça veut aussi dire début des sports qui sont... dans le temps, on disait intramural, mais là, c'est des sports d'école, là, les sports qui sont pratiqués à travers la Fédération du réseau de sport étudiants du Québec. Et le mois d'octobre, c'est le début souvent des premiers matchs, des premiers championnats. On aura le droit à un premier championnat en cross-country à la mi-octobre et le début des parties de football du côté du réseau le Nord-Côtier. On a quand même quelques équipes là, qui font partie de ce réseau-là, dont le Husky ici à Jean-du-Nord Manicouté. Donc l'horaire là est sorti dans les derniers jours et on parlera en gros là des sports parce que je crois que le volleyball aussi là qui est toujours très populaire connaît encore cette année un succès incroyable. Donc on en parlera plus en détail avec Cindy Honzel qui est directrice générale du RSEQ, donc du réseau sport étudiant du Québec, mais pour la section Côte-Nord. Et d'après ce que je comprends, le premier match de football de la saison d'automne à cette île pour les Huskies, ce sera le samedi 15 octobre. On a dévoilé ce matin le calendrier. Donc, Cindy Honzel sera avec nous pour nous en parler en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, la Corporation de l'environnement de cette île croit que la transparence est la pierre angulaire de l'acceptabilité sociale dans un dossier comme Ménarneau. Elle réitère ses demandes d'information aux promoteurs et au gouvernement du Québec. La Corpo a réagi ce matin par communiqué à la sortie de la Chambre de commerce de cette île hier. Elle souhaite élargir le débat. La Corporation de l'environnement invite Québec à tenir une séance d'information publique à cette île concernant l'analyse environnementale qui justifie le décret
décret autorisant Mine-Arnaud à réaliser le projet. Le maire de Sept-Îles, le chef Inou d'Ouachatmac-Maliotenam et des citoyens réclament une rencontre d'information depuis le décret de mars 2015 du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La directrice de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles, Stéphanie Prévost, rappelle que le décret du gouvernement favorisant Mine-Arnaud s'accompagne de plusieurs conditions, notamment concernant l'information au public. Investissement Québec se défend face aux allégations du milieu économique. La société d'État affirme être proactive dans le dossier de Mine-Arnaud. L'organisation explique qu'il lui est impossible de dévoiler publiquement certaines informations en vertu d'ententes de confidentialité avec de potentiels investisseurs. Elle souligne d'ailleurs que les potentiels participants au projet n'apprécient généralement pas les projets qui font couler beaucoup d'encre sur la place publique. Ce serait d'ailleurs une des raisons qui aurait mené Yara à diminuer autrefois sa participation dans le projet. Chantal Corbeil est porte-parole d'Investissement Québec. Donc, depuis un an, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est certain que c'est dans l'ombre et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas émettre des communiqués pour dire nous sommes toujours à la recherche d'investisseurs parce que c'est des clauses de confidentialité avec eux. On ne peut pas nommer leur nom tant qu'ils n'ont pas signé un contrat ferme. Et dans le minier, surtout des gros projets comme Mine-Arnaud, on parle d'un projet de 850 millions. Ça prend du temps avant de fermer un montage financier. Investissement Québec confirme une rencontre avec le milieu économique à Sept-Îles en novembre dans le cadre de sa tournée régionale. Elle permettra de faire le point sur Mine-Arnaud et l'économie de Sept-Îles. Et puis, Thomas, on apprenait que 48 étudiants universitaires de partout au Québec débarqueront à Sept-Îles du 7 au 11 novembre pour analyser des projets visant à une diversification économique. L'événement Savoir à faire, tremplin vers le Nord est une initiative de l'Université du Québec en collaboration avec Développement économique Sept-Îles. Une centaine de gens d'affaires de Sept-Îles et Port-Cartier y proposeront des projets en tourisme, en transformation des métaux et dans le secteur bioalimentaire. Lorraine Frappier est coordonnatrice du 5e événement Savoir à faire, prévu en novembre à Sept-Îles. Cette initiative de diversification vient conjuguer avec le savoir universitaire et l'expertise entrepreneuriale. Ça va être des sessions de travail très intensives avec les gens d'affaires pour en arriver à trouver des projets innovants qui pourront voir le jour dans la région. Pour le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, l'activité s'inscrit très bien dans une volonté de diversifier l'économie locale pour être moins dépendant du cycle minier. Une centaine de propositions d'affaires et d'idées novatrices devraient émerger de l'exercice, selon les organisateurs de l'événement, prévu en novembre à Sept-Îles. Le gouvernement du Québec injecte 10 millions de dollars dans la compagnie Mason Graphite qui projette l'ouverture d'une mine près de Bécomo dès 2017. L'investissement prend la forme d'un placement privé avec l'acquisition de 8% des actions de Mason Graphite par Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec. L'entreprise veut exploiter une mine de graphite au lac Guérette. Elle prévoit construire un concentrateur à Bécomo. Le projet est évalué à 165 millions de dollars et créera une centaine d'emplois. Les deux députés péquistes de la Côte-Nord questionnent l'efficacité des antennes régionales de la Société du Plan Nord. Lorraine Richard constate que le bureau de Sept-Îles n'a aucune autonomie. Il ne fait que relayer les dossiers à Québec, déplore la députée Duplessis. Elle dénonce l'absence de budget propre à la Côte-Nord. Le député de Bécomo, Martin Ouellette, constate que plusieurs organismes qui ont adressé des demandes au bureau régional de la Société du Plan Nord sont déçus. Il invite le ministre Pierre Arcan à apporter les ajustements nécessaires. Les députés de la Côte-Nord déplorent que le fonds d'initiative du Plan Nord a été suspendu alors que les besoins sont grands, surtout dans les municipalités dévitalisées de la région. Et puis rappelons que le ministère de la Santé va de l'avant avec son projet Optilab, la centralisation des laboratoires. Des analyses en laboratoire se fera à Chicoutimi pour les échantillons de la Côte-Nord. Le budget biomédical de la Côte-Nord sera transféré dès le 1er avril au Centre intégré de santé de Saguenay. On a la réaction syndicale avec Sylvain Sirois dans quelques instants. Attitude. Voici un installateur de porte de garage ordinaire. Bof, excusez. Et voici maintenant un installateur Garaga expert. À votre service. Ordinaire. Ouais, excusez. Garaga. À votre service. Vous avez remarqué la différence? Rencontrez de vrais experts chez Vitrerie Nord Cristal 968 87 96 968 87 96.
Olivier Chrysler Sept-Îles, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, vous présente la liquidation finale des modèles 2016. Obtenez 0% sur le financement jusqu'à 84 mois et jusqu'à 12 000 $ de rabais sur modèles sélectionnés. De plus, sur tous nos modèles 2016 en inventaire, nos employés vous offrent le programme Ambassadeur. Vous payez ce que nous payons. Faites vite, cette offre est valide jusqu'au 30 septembre seulement. Olivier Chrysler, 119, Monseigneur-Blanche. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. Attitude. Eh bien, justement, on s'entretient avec Sylvain Sirois. Il est répondant politique de l'APTS pour la Côte-Nord. Le syndicat a eu l'information en même temps que tout le monde hier, une rencontre concernant Optilab à 11h. Finalement, ça s'est terminé sur l'heure du midi et on en a appris plus sur le projet, les intentions du ministère. Sylvain Sirois, bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. Donc, effectivement, Optilab, là, on vous a donné les détails dès le 1er avril. Ici, à Sept-Îles, là, on a des employés du laboratoire qui vont peut-être rester à Sept-Îles encore une couple d'années, mais qui vont être à l'emploi du 6 Saguenay. Alors effectivement, des annonces hier, une annonce qui est une catastrophe et pour nos technologistes médicaux que nous représentons à la PTS et pour les services à la population. Le docteur Barrette fait fi de tout, je vous dirais, le mouvement contre Optilab demandant un moratoire et il continue. Et pour la Côte-Nord, ça aura des enjeux très, très, très importants. C'est-à-dire que les employés vont maintenant, à compter du 1er avril 2017, être sous la gouvernance du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, parce que c'est un centre universitaire. Eux autres, c'est pas un CIS, c'est un CIUS, hein? Exactement. Mais quand même, c'est loin des décisions. Déjà, on trouvait que quand on a aboli les établissements de santé comme à Sept-Îles, là, que le pouvoir s'en allait pas mal du côté de Bécomo. Des fois, on trouve les cadres loin. Là, ils vont être à Chicoutimi, les cadres, là. Effectivement, les cadres vont être à Chicoutimi, alors encore plus loin. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça sera maintenant Chicoutimi qui prendra toute décision administrative concernant les services de laboratoire de biologie médicale, et ce, dans toutes les installations de la Côte-Nord. Alors, la Côte-Nord va perdre ses laboratoires. Ben, je vous dirais, les laboratoires vont rester, mais ce ne seront pas eux qui vont continuer à les gérer. Ça va être fait par une autre région, puis nous, ça nous alarme parce que là, on se demande, bon, ils font ça pour les laboratoires, ils vont-tu le faire après pour la radiologie, par je vous dirais, le soutien à domicile? Est-ce que c'est un préambule à ce que le CIS de la Côte-Nord disparaisse puis que ça soit tout géré là par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là? Vous craignez quoi? Vraiment qu'il y ait un seul centre intégré de santé là pour tous les établissements du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Est du Québec, Gaspésie et Côte-Nord un jour? Mais vous savez, on le sait pas, là, c'est une grosse annonce hier qu'on a eue pour les laboratoires. C'est sûr que c'est à craindre, hein? On connaît notre ministre qui impose, je vous dirais, une dictature guétanesque, là, que j'appellerais ça. Nous, hier, à la PTS, on s'est présenté à la réunion du conseil d'administration pour poser des questions. On a demandé au conseil d'administration s'il renonçait à faire du CIS de la Côte-Nord un véritable établissement indépendant au service de leur population, de la population nord-côtière. On s'est fait répondre par M. Fortin que selon PL10, alors qui a forcé la fusion des établissements sur la Côte-Nord, ben, selon l'article 29-31, là, ça serait des orientations ministérielles, puis le conseil d'administration n'aurait pas le choix d'y suivre. Fait que nous, on pose comme la question, est-ce que ces articles-là, là, c'est un synonyme de la dictature là, du ministre Barrette? Là? Ouais. Ça, c'est dans la façon de faire. Maintenant, concrètement, là, ici, on parle de 80 personnes sur la Côte-Nord qui sont directement affectées au travail là, des laboratoires dans différents établissements. On parle de 25 personnes à Sept-Îles, quoi qu'il y a déjà des postes vacants qu'on comble pas. Il va en rester quand même de ces gens-là dans les régions. Il y a quand même pas mal de travail qui reste à faire pour planifier tout ça, là.
Effectivement. Puis pour les postes au niveau de cette île, il y a 4 postes vacants en ce moment, mais c'est pas parce qu'on les compte pas, c'est parce que le CIS de la Côte-Nord a mis un moratoire, comme dans les autres régions, sur les affichages de postes des technologistes médicaux. Alors ça a un impact là au niveau des laboratoires de cette île parce que nos technologistes médicaux doivent déjà donner les bouchées doubles pour servir la population de la Côte-Nord, étant donné qu'ils ne veulent pas afficher les postes. Et comme je vous disais là aussi, le PDG a sorti médiatiquement en disant Monsieur Fortin que calmons-nous là, il va rester tous les laboratoires ne fermeront pas sur la Côte-Nord, mais ce qu'il a omis de dire, c'est que ça va être vraiment des équipes réduites. Nous, on se demande s'ils vont pouvoir continuer à offrir le même service. Et là, ça va partir là, les échantillons, là, puis ça va aller vers Chicoutimi. Fait que ça, c'est sûr et certain que les délais d'analyse vont augmenter. Présentement, là, ça a environ une semaine à avoir un résultat, là, mais il faut s'attendre à ce que tous les citoyens, les citoyennes là, aient des délais de réponse là, augmentés là, de 2 semaines à 3 semaines. Là. Ben justement, je ferai un parallèle. Cette semaine, on a reçu la dame de l'Association médicale du Québec là, qui parlait de surdiagnostic, de surmédicalisation et qu'il y aurait des économies à faire. Est-ce que réellement on fait des économies en envoyant nos échantillons à l'extérieur et d'augmenter les délais comme ça? Vous savez, pour la région de la Côte-Nord, là, et le ministre Barrette l'a dit la semaine passée lorsqu'il était de passage à Bécomo, là, ils ne s'attendent pas à faire des économies au niveau d'Optilab pour la région de la Côte-Nord, étant donné notre vaste territoire. Et ça serait très peu probable, justement. Nous, à la PTS, là, on ne croit pas qu'il va y avoir des économies, étant donné les transports des échantillons qui vont se faire à un rythme. Présentement, c'est 1 fois par jour qui partent les échantillons, mais est-ce que ça va être 3, 4 fois? Alors, est-ce qu'il va y avoir des réelles économies? On pose la question. Encore, on n'a aucune garantie au niveau de la sécurité aussi des échantillons qui vont être sur la 138, puis les conditions de transport qu'on connaît là. Juste cet été, là, il y a 2 fois l'avion là au niveau de la base Côte-Nord qui est pas parti là à cause de la brume là. Est-ce qu'il y a certains échantillons qui vont quand même être analysés? Je pense à des cas d'urgence là, qu'on doit absolument analyser à l'intérieur soit d'un 24 heures ou le plus rapidement possible. Parce qu'il y aura encore un département de laboratoire ici à cette île? Oui, certaines analyses vont être quand même analysées, comme vous dites, urgent à cette île et dans tous les établissements de la Côte-Nord. Mais je vous dirais que justement, on sera plus efficient parce que l'appareil, on doit quand même l'acheter pour faire cette analyse-là. Mais si on fait juste les urgents, vous comprendrez qu'elle sera pas utilisée de façon optimale, cet appareil-là, à cette île ou à Port-Cartier. Là. Oui. Mais là, si le ministre avoue qu'il fera pas d'économie sur la Côte-Nord, on voit que ça sera pas plus efficace. Là. Je pense que même Gaétan Barrette, il doit être capable de comprendre que des échantillons qui se promènent sur la route, en termes de sécurité puis de délai, c'est pas plus efficace. Donc, avez-vous espoir qu'il va changer d'idée pour la Côte-Nord, quoi, après avoir regardé ça sérieusement, là? Ben, vous savez, la PTS, là, on va pas reculer là-dessus. Nous, à tous les jours, là, vous le voyez, là, il y a des municipalités qui continuent à nous appuyer. Il y a les députés, encore hier, à la Chambre, il y a la CAQ qui est sortie pour demander le moratoire au niveau du projet Optilab. Je pense que le ministre Barrette, présentement, fait la sourde oreille, mais un jour, il devra écouter sa population. Ouais. Vos membres, ils en pensent quoi, là? À cette île, t'as probablement des membres, toi, qui vont se faire offrir de déménager à Chicoutimi dans 1 an ou 2, quoi? Ça ressemble à ça? Ben, ça ressemble à ça, mais vous savez, on a quand même une convention collective, puis les technologistes médicaux, selon la convention collective, ne peuvent pas être déplacés à plus de 50 à 70 kilomètres à l'intérieur d'1 an. Alors, ce qui va arriver avec le projet Optilab, c'est qu'il y a certains des technologistes médicaux qui vont perdre leur emploi, mais qui vont être payés à la maison parce que ils doivent respecter le 50 à 70 kilomètres. On comprendra que cette île Chicoutimi, c'est beaucoup plus que ça. Là. Mm-hmm. Hier, vous étiez présent au conseil d'administration qui avait lieu à cette île en fin d'après-midi. Les syndiqués vont faire front commun, j'imagine, parce qu'on a un communiqué de la CSN, probablement de d'autres syndicats qui sont dans le réseau de la santé aussi, qui ont la même analyse que celle que vous venez de nous livrer. Comment on va faire comme dans les négociations récentes, quoi, l'action? Là, ça devrait être en front commun? Ben, effectivement, on va commencer par se parler là, au niveau des syndicats. Là. Il y avait la CSN, la CISNEC, CSQ, il y a la FIC aussi qui était présente hier, et nous, la PTS, qui représentons les 78 technologistes là, au niveau de la Côte-Nord. C'est sûr qu'on lâche pas le morceau, et puis le ministre Barrette, comme je vous dis, là, devra nous entendre. Là.
L'appui du peuple, comme vous dites, il y a eu une pétition de 20 000 personnes. Il y a eu quand même des maires, des conseils municipaux qui ont adopté des résolutions. Ça ne veut pas dire que la majorité de la population est derrière vous autres quand même. Je vous dirais qu'à tous les jours, là, les gens sont sensibles à ce projet-là. Et puis, nous, à l'EPTS, nous invitons tous les citoyens, les citoyennes à appeler l'Ombudsman, à appeler les services au niveau des usagers, les comités d'usagers, et à se plaindre au niveau de ce projet-là et à dire qu'ils veulent garder les analyses au niveau des laboratoires sur la Côte-Nord. Vous savez, on est capable de desservir notre population. Là, nous avons le parc technologique pour ça. Il y a eu des rénovations qui ont été faites dans les 2 laboratoires à Bécomo, à Chicoutimi, à Sept-Îles au niveau des appareils. Alors, nous avons l'expertise aussi là avec nos technologistes médicaux. Alors, on comprend pas pourquoi qu'on ne dessert pas notre population. Eh bien, Sylvain Sirois, répondant politique de l'APTS pour la Côte-Nord, c'est certainement un dossier à suivre. On aura sans doute l'occasion de s'en reparler dans les prochains mois, dans la prochaine année. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Avec la fin de la belle saison, le moment est venu de penser à garder la forme chez Profil 2000. Amateurs de vélo, c'est le temps de venir vous inscrire au cours de spinning et faites vite car les places sont limitées. À l'achat d'un abonnement de 3 mois, obtenez-en un 4e gratuitement. En plus de tout ce que la place vous offre, Profil 2000 est accessible dès 5h le matin jusqu'à minuit grâce à un système de carte à puce. Profil 2000, c'est la place pour se mettre en forme à Sept-Îles, 25 rue Napoléon, 968-2004. Le café-théâtre Graffiti de Port-Cartier accueille le vendredi 30 septembre les 2 coups de cœur du Rosec dans la même soirée. La chanteuse de 22 ans, Gabriella. Plusieurs mois numéro 1 anglophone sur l'ensemble des radios du Québec, elle nous offre un spectacle où l'intégrité, l'émotion et la profondeur dominent. Ainsi qu'Éric Charland, avec une plume franche et contemporaine, il fait l'unanimité. J'ai bien essayé. Avec plusieurs participations remarquées, dont ma première place des arts, le Festival de la chanson de Grenby et de Petite-Vallée. Je n'irai pas courir aux 4 coins de la ville. Une collaboration de Synergica Électrique. Billetterie au 766-0101. La salle de spectacle Jean-Marc Dion, en collaboration avec la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles, vous présente le vendredi 30 septembre à 20h Romane Zavada. Muni d'un piano droit ancré sur le roc du bouclier canadien aux limites de la taïga des territoires du Nord-Ouest, Romane Zavada s'est inspiré de l'un des phénomènes les plus grandioses et majestueux de notre planète, les aurores boréales. Un spectacle dans lequel Zavada propose un dialogue entre les résonances du piano et les aurores boréales filmées sur 360 degrés. Une musique à la fois intimiste et percutante, imagée et remplie d'émotions variées où chaque résonance du piano vibre devant l'immensité du Grand Nord. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Eh bien, Tommy, le maire de Sept-Îles, est actuellement à Québec où se déroule, je pense, c'est le 75e congrès de la Fédération des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités. On le rejoint donc par téléphone. Régent Parlier, bonjour. Oui, bonjour, Jean. C'est ça, une grosse rencontre de tous les maires du Québec présentement, quoi? Ben, je dirais pas tous, parce qu'il y a quand même l'Union des municipalités aussi qui regroupe les plus grandes villes. Et la Fédération, c'est plus les petites villes et les villages. Mais c'est quand même beaucoup de monde, effectivement, qui sont au rendez-vous aujourd'hui, là. Votre participation à cette rencontre, ça explique un peu votre absence à la conférence de presse de la Chambre de commerce. Hier, il y avait quand même près d'une centaine de personnes du milieu des affaires et syndicales dans le dossier Mine-Arnaud. C'est pour ça que vous y étiez pas, là. Vous n'avez pas boudé la Chambre de commerce hier. Écoute, quand j'ai pris la nouvelle de savoir qu'on disait que le maire était désintéressé, j'ai trouvé ça très particulier, sincèrement. D'abord, moi, la semaine passée, pas plus tard que jeudi passé, j'ai envoyé un courriel à la directrice de la Chambre de commerce en lui disant que j'aimerais rencontrer les membres du CA pour qu'on échange, ça va faire près de 3 ans que je suis à la mairie, qu'on échange un peu sur nos visions du développement économique. Il n'y a jamais été question de conférence de presse ou quoi que ce soit autre. Elle me dit, oui, j'achemine ta demande.
Et en plus, c'est facile de savoir quand je suis en ville puis je suis pas. On appelle à la mairie pour savoir si on veut m'inviter quelque part. Et tout de suite, on va lui dire que dans mon agenda, si je suis à l'extérieur, ça sera pas possible. Fait que de voir aux nouvelles, en particulier de TVA, laisser entendre que c'est parce que j'avais, je sais pas comment c'était dit, là, un désintéressement ou pour le projet, c'est pas le cas. Mais je vais dire, Jean. Oui, allons-y clairement. Là, votre position sur Ménarneau aujourd'hui, le 29 septembre 2016, le décret, la compagnie a obtenu le décret en environnement. Ce matin, il y a la Corporation de l'environnement qui nous envoie un communiqué pour nous rappeler qu'il n'y a pas eu de rencontre après le décret non plus. Il serait peut-être bon d'élargir le débat, finalement, pas juste au plan financier de Ménarneau. Où vous en êtes, Monsieur le maire, dans le dossier Ménarneau aujourd'hui? Écoute, ma position, elle a toujours été très claire. Le ministre Arcan la connaît, les gens du Plan Nord la connaissent, les gens de Ménarneau la connaissent. S'il y a encore des gens qui la connaissent pas, là, j'ai toujours dit que j'avais certaines préoccupations et ils les connaissent toutes mes préoccupations, il n'y a rien d'extraordinaire dans celle-là. Puis ces gens, je suis convaincu que vous appelez le ministre Arcan, vous lui demandez est-ce que le maire de cette île, c'est un dogmatique qui veut rien savoir du développement économique, puis il va vous dire rapidement ce qu'il en pense. Je suis certain que c'est pas ce qu'il va vous dire. Je trouve très maladroit, sincèrement, la sortie de la Chambre de commerce, d'aller peser sur la tête d'Investissement Québec. Moi, j'aimerais peut-être juste rappeler que s'il n'y avait pas d'Investissement Québec, on parlerait même pas de ce projet-là. Celui-là et bien d'autres choses. Les investissements qui sont faits de façon importante pour l'acquisition de la Pointe-Noire, l'implication avec la Pastille, avec Champion. Ces gens-là travaillent, en tout cas moi c'est ce que j'en connais, travaillent au développement économique de notre région. Pour ce qui est de la mine Arnaud, pour moi ça a toujours été très, très clair. C'est une décision, à mon avis, qui est d'abord et avant tout une décision d'affaires. Les gens, quand les ministres sont venus annoncer le décret, en même temps, ils nous ont dit assez rapidement, il nous manque des investisseurs, puis il nous manque un opérateur. Fait que, pour moi, là, essayer de prendre la fleur par le dessus et essayer de la sortir de terre, là, c'est pas comme ça que le projet va arriver. Et vous savez, le gouvernement Investissement Québec a quand même investi dans ce projet-là, à ma connaissance, environ une trentaine de millions jusqu'à aujourd'hui. Qui est-ce qui investit 30 millions et qui n'a pas eu l'idée de voir un retour sur son investissement? Et je sais très bien, puis d'ailleurs, lundi, vous avez dû prendre les mêmes nouvelles que moi, on disait qu'Yara était de nouveau intéressé. Ça doit pas être l'effet du Saint-Esprit, ça. J'imagine c'est parce qu'il y a des gens d'Investissement Québec, des gens de Mines Arnaud, qui ont rattaché des morceaux avec Yara. Donc, moi, je la comprenais pas, sincèrement, que le mardi, on venait puis on faisait une sortie pour taper sa tête d'Investissement Québec. Je crois que c'est maladroit. Et en plus de récupérer la chose pour dire, le maire de cette île n'est pas là, puis sont hibridés par son absence. Le maire de cette île est au congrès de la FQM. Mais c'est certain que j'aurais posé la question à la Chambre de commerce si on m'avait interpellé sur le sujet. C'est quoi le but de votre conférence de presse? Et si j'avais su, sincèrement, que c'est pour aller taper sur la tête de l'Investissement Québec, c'est sûr que moi, j'aurais pas conseillé d'aller faire une conférence de presse là-dessus, parce que je pense que dans ce dossier-là ou dans d'autres dossiers, Investissement Québec, c'est un partenaire et non quelqu'un à qui il faut faire de la remontance. S'il trouve les investisseurs qui manquent, que le plan financier se complète, puis qu'on annonce un opérateur dans quelques semaines, quelle sera la réaction du maire de cette île? Moi, c'est drôle, hein, je me dis qu'il y a encore un peu d'intelligence derrière tout ça. Je suis à peu près convaincu que le jour où les différents acteurs seront au rendez-vous, il y a quelqu'un qui va débarquer à la mairie, puis va venir voir le maire, va dire, bon, regarde, on va jaser de tes préoccupations parce qu'on les connaît, on les sait très bien, puis il y a moyen d'échanger là-dessus. J'ai toujours pensé que si ce projet-là était pour aller de l'avant, ça serait le scénario. Faut pas oublier, là, aujourd'hui, moi, j'entendais les représentants syndicaux, les pertes d'emploi. J'étais un ancien syndicaliste. Fait que je sais qu'est-ce que ça vaut, tout ça, là, l'importance des emplois. Et d'ailleurs, j'y travaille continuellement au développement économique. C'est clair que je suis sensible à ça, mais en même temps, je suis maire, je représente une population qui a certaines préoccupations que je relaie et qui sont importantes à relayer. C'est pas une fois que tout va être en marche, que ce soit ce projet-là ou un autre. Lorsqu'on a des préoccupations, on tente d'avoir des assurances avant de se lancer. Mais comme je vous dis, une fois qu'il y aura des investisseurs, un opérateur, je reste confiant qu'il y a quelqu'un qui va débarquer
me voir et dire, bon, ben regarde, Régent, on va parler de tes préoccupations. Ce serait, à mon avis, tout à fait sain pour la suite des choses. Monsieur Parly, vous, les discussions que vous avez dans ce dossier-là, est-ce qu'ils se font directement avec Investissement Québec ou via, par exemple, Développement économique Sept-Îles ou la Chambre de commerce? Tu sais, la dernière fois, je pense que j'ai parlé de ce dossier-là, moi, c'est avec les gens de Mines Arnaud, le nouveau directeur, Michel, il me disait, écoutez, monsieur le maire, il dit, c'est à nous à faire le travail maintenant. Parce que on me reprochait publiquement de pas participer à des délégations puis ça pour aller faire avancer le projet. J'ai dit, regarde, lui-même me disait, c'est à nous maintenant à faire le travail, c'est-à-dire à trouver des investisseurs, à trouver un opérateur. C'est là que ça se passe. Et mes discussions, que ce soit avec le directeur de Mines Arnaud, que ce soit avec les ministres, que ce soit avec les gens du Plan Nord, tout ce monde-là est très conscient que le travail à faire là, présentement pour trouver les investisseurs et l'opérateur, c'est dans leur cours. Moi, là, c'est pas parce qu'on va descendre à 15, à 20, à 100 à Québec pour aller leur dire on veut une mine à cette île que les choses vont changer. Ça prend des investisseurs et ça, c'est le milieu des affaires, là. S'il y a quelqu'un qui devrait comprendre ça, c'est bien le milieu des affaires. Je comprends qu'il y a beaucoup de pression sur les gens de la Chambre de commerce. Ça a été difficile et le ralentissement économique a frappé plus fort certains que d'autres. Je comprends la pression qu'ont ces gens-là, mais des gens d'affaires moindrement avisés, ils le savent qu'en affaires, là, la première chose qui parle, c'est l'argent. Et quand tu t'embarques dans un projet, c'est parce que tu t'attends d'avoir du retour sur ton investissement. Et si c'est si difficile de trouver des investisseurs, mais moi je demeure convaincu, il y a une question financière derrière ça, d'abord et avant tout. Et on le sait, les ressources naturelles de façon générale, quand les prix sont bons, les investisseurs sont au rendez-vous, et quand les prix sont pas bons, comme on le voit un peu présentement, comme c'est depuis l'année passée. C'est un peu la même chose. C'est toujours plus difficile de trouver des gens pour financer des projets. Ça changera pas. C'est un peu la même chose pour le projet de phase 3 d'aluminerie Alouette. C'est les marchés qui vont déterminer les investissements. Dernier sujet en terminant, monsieur le maire, là, le Plan Nord, ça a pratiquement 1 an, la Société du Plan Nord avec des antennes régionales, dont une à Sept-Îles. Les 2 députés de la Côte-Nord déploraient l'absence d'autonomie de l'antenne régionale de Sept-Îles. Êtes-vous satisfait du travail de la Société du Plan Nord dans votre coin depuis 1 an, là? Écoute, moi, je suis très satisfait. Je vais être bien honnête avec toi. Quand on a des choses des dossiers qu'on veut faire lever, on a une porte qui est toujours ouverte. On a des opportunités. Les ressources naturelles puis le ralentissement, là, il n'y a pas grand monde qui contrôle ça. C'est mondial, on va se le dire. Vous savez, un des projets qui nous soutiennent présentement et qui est passé sous le tapis un peu malheureusement, très malheureusement avec toute cette histoire-là cette semaine, c'est l'événement Savoir à faire, où est-ce qu'une 50aine de jeunes aux études supérieures, doctorat, postdoctorat, maîtrise, vont débarquer à cette île pour plancher sur le développement économique, la diversification, trouver des projets, monter des plans d'affaires avec les entrepreneurs de la place. C'est hyper structurant, cette affaire-là. Et le Plan Nord est un partenaire dans ce dossier-là. Le Plan Nord, il a compris qu'on travaillait au niveau de l'entrepreneuriat à essayer de faire de la diversification pendant qu'il y avait ce ralentissement-là au niveau des ressources. Et il nous supporte, il nous appuie continuellement dans nos démarches. Alors, vous savez, moi, ça serait difficile de pas être satisfait de l'accompagnement qu'on a des gens du Plan Nord. Puis, c'est une bonne équipe. Moi, j'ai jamais eu une porte fermée au Plan Nord. On peut se présenter. Naturellement, c'est pas tous nos projets qui peuvent aller de l'avant. Hein. Ils sont limités, eux autres aussi, à leur façon. Mais une chose que je sais, c'est qu'ils travaillent très fort pour la reprise, puis ils nous accompagnent très bien. Ça fait que c'est ça la perception que j'ai du Plan Nord aujourd'hui. Ils l'ont fait dans plusieurs dossiers. Ils ont été présents dans plusieurs dossiers. On n'a rien qu'à passer au parc d'hivernage, là, encore, dont on a parlé dans la dernière séance. Une industrie de 73 millions de dollars sur la Côte-Nord. Ce parc d'hivernage-là est fondamental et prioritaire. Le Plan Nord il a été au rendez-vous pour nous aider à faire les réparations. Regarde, ça serait difficile pour moi d'avoir des mauvais mots pour le Plan Nord, je peux vous le dire. L'industrie de la pêche qui est importante, le parc d'hivernage chez nos bateaux de pêche. Régent Parlier, maire de Sept-Îles, je vous souhaite une bonne rencontre à la Fédération québécoise des municipalités à Québec. Un gros merci pour cette entrevue en direct à Côte-Nord Attitude.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Chérie, pour le souper ce week-end, j'ai invité Pierre, Sophie puis les enfants. Cool! On essaiera une nouvelle recette. IGA a tout ce qu'il faut pour réinventer vos petits soupers. Ah, puis j'ai aussi invité Marc, Julie, le petit Léo, puis toute son équipe de football. Ou vos grosses réceptions. Jusqu'au 5 octobre, le jeune dindon surgelé de 5 à 7 kilos est à seulement 89 cents la livre et le contenant de 540 ml de sirop d'érable pur des sucreries Beau Rivage à 4,99 $. Essayez la recette de dinde à l'érable et au bacon disponible sur IGA.net. IGA, le plaisir de mieux manger pour moins cher. Avec ses 25 années d'expérience dans le domaine de la fenestration, Danny Landry est prêt à répondre à tous vos besoins. Que ce soit pour l'installation, la réparation de fenêtres en tout genre, même de portes et de portes de garage, pour du résidentiel, du commercial ou de l'industriel, c'est l'homme qu'il vous faut. Les services de fenestration des Landry Incorporés. 88 444 3306. 88 444 3306. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ben, Tommy, on vient de recevoir 2 fâchés, là, hein. Le monsieur du syndicat, il est fâché après le ministère dans le projet Optilab, puis le maire, il était pas très content après la chambre de commerce pour l'événement d'hier. Toi, t'as changé de place. Oui, j'ai changé de micro. Là. Ben oui. Ben, c'est pas vraiment fâché, mais c'est des gens qui sont passionnés par les sujets desquels ils parlent, hein. Souvent, la passion, faut pas confondre la colère et la passion. Non. Puis là, on en a une passionnée aussi à côté de nous, mais ça sera pas du côté fâché. Incapable de se fâcher, pourtant, Madame Louisette Doiron-Cateau qui est avec nous. Et je l'ai invitée pour parler du Salon des aînés puis de la Journée des aînés. Madame Cateau est conseillère municipale et les dossiers des aînés, ça la préoccupe depuis toujours. Je pense même quand elle était jeune, elle était préoccupée par le sort des aînés à Sept-Îles, sans doute. Bonjour, Madame Cateau. Bonjour, mais je me fâcherai pas aujourd'hui. C'est un dossier qui est facile. Ben, quoi que là, on va parler des aînés, mais je vais avoir de la misère à pas vous poser de questions concernant Vieux-Camp en fête. Parce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Être passionné, ça veut pas dire se fâcher. C'est ça. Ça veut dire défendre avec conviction ce qu'on entend. Mais les gens, les hommes surtout, dans ton genre, ont tendance à penser que quand on est passionné, on est fâché. Non, il faut que ça se fasse avec respect, par exemple. Voilà. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut être capable d'exprimer ses opinions sans dénigrer la personne avec qui on n'est pas d'accord. C'est peut-être là où il y a un manque au Québec, des fois, dans le débat depuis quelques années. Mais là, on parle des aînés. Le Salon des aînés demain, puis il y a la Journée internationale des aînés samedi. Des belles activités pour nos personnes âgées, là. Nos aînés, ouais. Nos aînés. Depuis qu'on les appelle nos personnes âgées. Michel, autour du conseil, il fait attention, hein? Non, oui, parce que, regarde, c'est parce que, âgé, là, moi, personnellement, pour moi, ça a une connotation, t'es vieux. Ouais. Les aînés, on n'est pas des vieux. Ah, puis on est des gens très actifs, on est des gens des fois plus en forme que moi. Oui. Ben, je sais pas, là, je te connais pas. Je suis pas très en forme, non. Mais là, je vais revenir. Oui, c'est quoi ta question? Ben là, d'abord, la journée de demain, là, qu'est-ce qui se passe à cette île, là? Le Salon des aînés. À ce moment-là, ça se passe aux centres sociaux et il va y avoir des rencontres, il va y avoir des kiosques, il va y avoir plein d'activités. Moi, je pense que c'est intéressant. On demande pas, c'est de 13h à 16h. Les gens sont pas obligés de dire je prends mon après-midi complet, mais de passer et d'aller voir, d'aller prendre des renseignements, c'est déjà beaucoup. Il va y avoir des renseignements à peu près sur tous les sujets. Ça veut dire que c'est des organisations comme les clubs de l'âge d'or, peut-être la Sûreté du Québec, les pompiers, quoi. C'est diversifié comme information. C'est diversifié, oui, effectivement. Un salon d'information, donc demain dans le gymnase du centre social, en après-midi, on peut aller faire un tour. On a des réponses à toutes sortes de questions, même des questions qu'on n'a pas pensées. Combien de kiosques à peu près seront là, est-ce que vous savez? Je peux pas te dire exactement parce que je n'ai pas été vraiment dans l'administration, dans le sens de l'organisation totale. Mais quand on se met à compter, il va en avoir pas mal. Regarde, moi je te dirais
je dis un chiffre 10, mais ça peut être plus. C'est ça, hein. Plus ou moins une dizaine. La Journée internationale des aînés, ça, c'est toujours le 1er octobre, je pense. Ça, c'est toujours, oui. Là, ça tombe un samedi, c'est le fun. Tant mieux. Donc, on a une belle programmation qui commence à l'église Sainte-Famille à 10h. À 10h30. La messe est à 10h30. Il y a un beau dîner, surtout, samedi. Oui, après ça, à 11h30, les gens vont partir de Sainte-Famille, ceux et celles qui veulent aller à la messe. Les autres, tout le monde, ceux qui sont allés ou pas allés, vont se rendre aux centres sociaux à 11h30. C'est un dîner, il est au coût de 12$. Mais là, j'aimerais vous dire, là, garde, si vous voulez avoir une place, aujourd'hui, rendez-vous soit à l'âge d'or ou soit au joyeux retraité, parce que là, regarde, c'est vraiment limite, parce qu'il faut que ces gens-là donnent la quantité d'aînés qu'il va y avoir à ce dîner. Alors, à ce moment-là, oui, je sais qu'il reste quelques billets, mais que ça se fasse cet après-midi, autrement, il va être trop tard. Bon, c'est des belles activités de loisirs, d'information et de festives, finalement, pour nos aînés qui s'organisent. Maintenant, comme conseillère municipale, on vous a beaucoup entendu parler du MADA, là, Municipalité Amie des aînés. Je pense que ça va faire 1 an, là, dans 1 mois, que cette île est une MADA, une Municipalité Amie des aînés. Pour vous, est-ce que c'est quel bilan vous en faites? C'est efficace? Ça a amélioré la qualité de vie de nos aînés à cette île? En tout cas, moi, je suis convaincu que oui, mais pas dans tous les domaines. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Denis Clements, qui est l'homme de garde, parce que j'emploierai pas un autre nom, l'homme de garde, si tu veux, de ce dossier, nous a rencontrés cet été. Et on a vérifié qu'est-ce qui avait avancé, quels sont les dossiers qui vont de l'avant. Moi, je te parlerai seulement pour le déneigement là, qui s'en vient là. Mais si tu savais à quel point qu'on insiste puis qu'on parle, puis qu'on demande à nos fonctionnaires de porter une attention tout à fait spéciale pour ça. Je vois un peu le processus parce que quand on a reçu le sceau MADA, c'est pratiquement lorsqu'on reçoit un diplôme à l'école parce que il y a eu tellement de travail fait avant. C'est pas parce qu'on reçoit la certification que là tout change. Il y a eu beaucoup de travail de fait a priori avant de recevoir la certification. Cette île a toujours pensé à ses aînés. Okay. Ça s'est pas commencé là. Il y a 3 ans quand on a commencé à travailler là-dessus. Cette île a toujours. Sauf que MADA, le conseil qui est là-dedans, le groupe qui est là-dedans, le groupe de suivi, si tu veux, qui est là-dedans, eux autres vont porter une attention spéciale aux recommandations qui ont été faites et aux priorités qu'on a choisies. Alors, je considère que 2 fois par année, on doit se réunir et dire, est-ce que ce dossier-là avance? Est-ce que ça va? Est-ce que, il y en a beaucoup de points où on a touché et qu'on va toucher encore. En même temps, il y a beaucoup d'organisations pour les aînés à cette île. Je trouve que c'est dynamique. Je pense au Club de l'Âge d'Or, c'est un des plus gros au Québec. Il y en a 2, sinon 3 des clubs de l'Âge d'Or, des danses quasiment tous les soirs en termes de loisirs, mais aussi maintenant avec la table de concertation des aînés Côte-Nord, puis celle de la MRC Sept-Rivières. Il y a beaucoup d'organisations pour défendre les droits puis parler au nom des aînés. C'est quand même dynamique ici. Oui, il faut parler au nom des aînés. Oui, il y a beaucoup de dynamisme, puis il y a beaucoup, ça c'est tout à fait vrai. Mais il y a toujours des lacunes. Hein? La perfection n'étant pas de ce monde, alors c'est ça, il faut toujours être vigilant, puis il faut toujours aller de l'avant. Et c'est vrai que cette île, ça, regarde, très ouvert, parce que le rendez-vous des aînés, là, il y a l'âge d'or, des joyeux retraités, il y a l'AREC qui va là, toutes les associations qui veulent les Inuits vont être encore présents aussi. On doit cette maison-là et ils y vont. Il n'y a pas juste ça aussi. Les besoins changent, les demandes changent, les nouvelles générations d'aînés aussi amènent de nouveaux besoins. Là, vous avez parlé du déneigement là, qui sera regardé avec une vision pour les aînés. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là, peut-être dans la prochaine année, qui devra être regardées ou qui est une priorité pour les aînés ici à cette île? Ben, moi, parce que à laquelle je tiens énormément à la santé, parce que quand tu fais de l'exercice, quand tu t'occupes vraiment de ta santé. Moi, ce que je veux beaucoup, mais il y a déjà il y a un groupe qui s'organise là pour le vélo, les pistes cyclables, améliorer les pistes cyclables. J'en vois pas beaucoup de têtes blanches. C'est vrai que la mienne est teinte, là. Mais en tout cas, j'en vois pas beaucoup de têtes blanches sur la piste cyclable. Sur les pistes cyclables. Les pistes à l'est et à l'ouest,
Moi, je considère que ce sont de très belles pistes. Oui. En tout cas, je parle pour l'Est, que je connais beaucoup plus. Mais cette île aussi, le réseau cyclable de la ville de cette île, faut travailler là-dessus aussi. Donc, si on garde nos aînés à faire de l'exercice, à faire des choses. Fait que je te dirais, oui, le dossier le plus important qui s'en vient, c'est le dossier pour l'activité physique. Quoi qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on a fait sur la rue Arnoux, c'est extraordinaire. Ce qu'il y a sur le boulevard Laure de Place de Nantes, c'est extraordinaire aussi. Il y en a beaucoup. Pour l'hébergement, il y a un 60 logements qui est en construction aussi. Oui. Là, vous en avez parlé à la réunion municipale cette semaine. Il y a une rencontre le 4 octobre où on va avoir toute l'information pour le 60 logements à côté de l'église Marie-Immaculée en construction présentement. Madame Cateau, là, je voudrais quand même vous poser une question. Vous êtes la conseillère municipale affectée au dossier de Vieux-Quai-en-Fête. On le sait qu'il y a eu un important déficit. Il y a beaucoup de monde qui ont apprécié le festival, mais il y a eu un déficit. Que voulez-vous? On est pris avec aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a entre autres un bal en noir et blanc qui s'en vient, là. Bal du souvenir. Bal du souvenir. Bal du souvenir, ça s'appelle maintenant. Noir et blanc, oui, ça en vient. Ça va être en novembre. On a appris cette semaine que tous les commerçants, les restaurateurs du bas de la ville vont appuyer l'initiative. Est-ce qu'on va s'en sortir à Vieux-Quai-en-Fête? Il y aura une édition 2017? En doutes-tu? Non. Non. Mais il y a quand même un déficit là. Mais il faut travailler anti-péché. Donc, c'est certainement pas en disant, on a un déficit, puis garde, là. Non, il faut travailler, puis je peux t'assurer que le conseil d'administration et avec la collaboration. Est prêt à se retrousser les manches. On travaille en Jupiter et à ce moment-là, moi, je suis convaincu qu'on va réussir. Là, ça, c'est une première activité. Il va en avoir une deuxième. Ce qui est extraordinaire, là, je te dirais ce que je sens et je le sens. Et quand tu dis qu'il y a 9 restaurateurs sur la rue Arnoux et Brochu et que les 9 restaurateurs sont tous embarqués dans le projet du bal du souvenir. Donc, ils vont fournir des bonnes bouchées pour le bal. Puis nous, on ne doit pas payer 5 sous. On n'a pas d'argent. Il faut tout ce que l'argent qu'on va avoir. Donc, ça veut dire des commandites de partout. Alors, à ce moment-là, à date, je peux vous assurer que le monde se mobilise pour sauver le Vieux-Quai-en-Fête. Le monde se mobilise pour sauver le Vieux-Quai-en-Fête. Premièrement, le monde se mobilise pour payer les fournisseurs. Parce que ça, c'est très important. Ouais, c'est la priorité, là. Les gens qui ont travaillé et qui ont offert des services, des biens pendant ce festival-là. C'est eux la priorité à rembourser avant même de penser à un festival l'an prochain. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce qu'il faut commencer par faire. Lorsqu'ils vont être payés, parce qu'ils vont être payés, à ce moment-là, on prépare le Vieux-Quai-en-Fête 2017. Mais c'est sûr et certain que c'est pas des compartiments. Je m'occupe que de ça, puis je m'occupe pas de la balance. Le premier suit le deuxième. Que je paye pas, qu'on ne paye pas. Je parle du conseil d'administration. Que le conseil d'administration ne paie pas ses fournisseurs. Penses-tu qu'ils vont être là l'année prochaine? Ça a bien beau être un autre groupe qui va partir ça, puis il y a un autre groupe, quel que soit d'autres groupes qui veulent repartir. À moins qu'on change de corporation puis de nom, ça suit. Mais tu sais, écoute, la ville de cette île, qu'on le veuille pas, est entachée par ça. Puis j'aime pas le dire, mais c'est vrai aussi. Mais la ville de cette île, dont je fais partie, dont les membres du conseil d'administration, dont la population fait partie, à ce moment-là, on se prend en main, puis on va y arriver. On va payer nos fournisseurs. Eh bien, Madame Louisette Doiron-Cateau, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude de ce midi. On aurait eu d'autres sujets, ça fait qu'on vous invitera plus souvent. Ouais, on va vous réinviter. Mais le bal, c'est le 12 novembre. On aura l'occasion d'en reparler du bal pour Vieux-Quai-en-Fête. Les gens peuvent communiquer avec moi à tout moment. Je sollicite des gens, j'y vais, là, mais que les gens qui veulent venir, parce que ça va être un super de beau bal. Ça, je vous le jure. Merci beaucoup. Attitude. Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, Tulipe. Vous êtes avec Wawanessa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je gage qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix.
Samedi le 1er octobre, au Domaine Fleury, venez voir notre grande vente trottoir. Faut faire de la place pour les nouveautés de Noël. On vous offre 50% de rabais en magasin. En plus, venez faire votre offre comme dans une vente de garage pour certains articles de décoration de cuisine et du temps des fêtes. Au Domaine Fleury, vous faire économiser, c'est aussi notre domaine. Au 690 Boulevard L'Or, 962-3373. Avec Couche-Tard, c'est simple. Remplissez plus, obtenez plus. Passez à la pompe et accumulez jusqu'à 3 sous par litre de remise en dollars CAA. En plus, profitez de 20% de rabais instantané sur tous les produits, nos favoris. Couche-Tard, simple comme bonjour. Détail en magasin. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de sport étudiant dans les prochaines minutes, Tommy. Il y a plein de belles activités qui s'en viennent encore cette saison avec le réseau du sport étudiant du Québec pour la Côte-Nord. Exactement, et c'est toujours une organisation et des jeunes très, passionnés, hein? C'est le thème de l'émission. On a juste des passionnés à l'émission aujourd'hui. Tant mieux, et on reçoit Cindy Hanzel, qui est directrice générale du réseau sport étudiant du Québec, section Côte-Nord. Bonjour Cindy. Bonjour. Et le mois d'octobre, comme on disait, c'est le début des cours, mais c'est aussi le début des activités sportives pour les jeunes. On a reçu 2 communiqués là dans les derniers jours. Premièrement, championnat régional de cross-country. Là, les gens vont se dire, déjà un championnat régional. Le cross-country, il suit pas nécessairement le même... C'est pas un entraînement tout au long de l'année pour faire des compétitions à la fin. Eux, c'est en début d'année. Exactement. Le championnat de cross-country, c'est toujours au mois d'octobre, même que là, il est un petit peu plus tard, parce que souvent, il y a l'Action de grâce qui vient nous mêler les cartes. Mais là, il est un petit peu plus tard, donc le 15 octobre, ce qui est parfait, ça donne une semaine à peu près de plus aux jeunes de pouvoir s'entraîner. C'est comme la mise en forme, hein. Votre plan de match est le même depuis des années. Le cross-country au début, l'athlétisme à la fin de la saison, puis c'est cross-country, c'est la mise en forme, la remise en forme de la rentrée. C'est là où on part tout ça. On part la machine avec le cross-country. En fait, on a déjà parti la machine avec le football souvent qui débute avant, mais là, qui va débuter en même temps, la même journée que le cross-country. Mais on part la machine le 15 octobre. Les jeunes qui font le cross-country, c'est pas nécessairement un sport qui est organisé, je crois. Chaque jeune là, va s'entraîner chacun de leur côté et on organise un événement, c'est publicisé, les jeunes sont invités à venir participer, mais il y a pas des entraînements de groupe, c'est pas nécessairement organisé comme le football ou le volleyball le serait. Oui, ce l'est. Ah, OK. Oui, ce l'est. En fait, c'est vraiment géré par une école. Ah. Les gens, les athlètes, les élèves athlètes doivent s'inscrire par l'école. Mais il y a toujours possibilité de s'inscrire dans la classe ouverte qu'on appelle, mais souvent qui va aller chercher une clientèle adulte, les entraîneurs, les parents, qui vont pouvoir venir courir là pour faire la course. Là. Fait que vraiment, l'événement, oui, s'adresse aux jeunes de niveau scolaire, mais s'adresse aussi au reste de la population. Oui, exactement. Oh, wow, c'est le fun, exactement. Ça. C'est bon à savoir parce que ça aura lieu le 15 octobre à Port-Cartier au centre éducatif L'Abri. Puis les gens qui voudront s'inscrire dans la classe ouverte, ce sera le matin même dans le hall du centre éducatif L'Abri. Puis la course est au coût de 15 $. Génial. Et bon, du côté de Port-Cartier, est-ce que c'est dans l'optique de faire participer les plus petits milieux pour qu'ils puissent organiser des activités ou des championnats comme ça? Parce que souvent, il y a des sports qui n'ont pas nécessairement l'ampleur des plateaux que des centres comme Sept-Îles, comme Bécomo auraient. Le cross-country ou d'autres événements comme ça, c'est génial pour des petits milieux plus comme Port-Cartier? Oui, effectivement, mais la façon qu'on fonctionne à la base, c'est que on essaie que le cross-country soit une année dans l'Est, une année dans l'Ouest de la région. Et là, cette année, on était dans l'Est, et Port-Cartier, ils ont levé leurs mains, puis on dit, nous, on serait prêts à accueillir le championnat de cross-country. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, en fait, quand on est autour de la table, en commission sectorielle, on décide qui va prendre le championnat. C'est génial de voir que des plus petits milieux comme ça là, sont capables d'organiser des activités comme ça. Au moins, ça fait visiter les jeunes dans différents milieux. Mais elle va être obligée de se diviser en deux le 15 octobre, parce qu'il y a le premier match de football à Sept-Îles, même après-midi.
T'as réussi à te trouver une machine à cloner? J'aimerais bien ça, par exemple. Effectivement, on essaie toujours de pas planifier 2 activités du réseau du sport étudiant en même temps, mais des fois, c'est difficile. Et on comprend que de plus en plus, il y a des sports qui s'ajoutent dans notre réseau. Et c'est de plus en plus difficile de faire un calendrier où les sports sont pas en même temps, en fait. Ils n'ont pas de conflit. Ça évolue, les sports, hein. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Comme le football, c'est des grosses équipes, hein. On a déjà eu Havre-Saint-Pierre, Port-Cartier. Là, on a juste Bécomo, Sept-Îles maintenant, football. On est dans un petit creux de vague au niveau du football. On a Sept-Îles, on a Jean du Nord, Manicouté et Polyvalente DB, École secondaire Serge Bouchard, qui sont regroupés pour le football uniquement. Et c'est ça, on a cette année par contre, on a une équipe cadet 12 contre 12. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du 12 contre 12. Et on a aussi du juvénile 8 contre 8. Donc, il va y avoir deux rencontres où on va avoir un programme double. Mais on débute la saison avec le cadet 12 contre 12. Un programme double à Sept-Îles, c'est le 5 novembre où Bécomo va nous visiter à la fois dans le cadet 12 contre 12 que le juvénile 8 contre 8 sur les terrains derrière les écoles secondaires. Exactement. Pourtant, il y a une petite perte d'intérêt peut-être là, dans ça, mais on a des jeunes qui sont partis, qui ont connu les débuts du football ici et qui sont rendus au niveau collégial, qui ont été recrutés. Donc, on voit qu'on a quand même un excellent programme ou d'excellents programmes sur la Côte-Nord qui permettent aux jeunes d'accéder à des niveaux supérieurs. Exactement. Puis tu sais, je pense pas que c'est une perte d'intérêt. Je pense juste que certains sports, à un moment donné, rentrent dans un creux de vague. Tu sais, là, on a touché le fond en basket l'année dernière. Là, j'espère qu'on s'en va en remontant. Je vais le savoir en fin de semaine. Là, je rencontre les entraîneurs en volley et en basket. Là, on va être en mesure de faire un petit portrait de ce qui va avoir lieu pour la saison prochaine. Le volley, ça reste probablement le sport de loin le plus populaire dans le réseau, là. Je suis pas mal. Je vous dirais que le badminton commence à prendre beaucoup d'ampleur au niveau du réseau. On a beaucoup l'athlétisme, tous les sports individuels en fait prend beaucoup d'ampleur, mais le volleyball reste dans. C'est les Inuits qui rentrent de plus en plus dans le réseau du sport étudiant, non? Ça augmente un peu le nombre d'écoles puis tout ça? Ben ça fait augmenter, oui. Oui, c'est nouveau, la participation des Inuits dans les sports individuels et dans les sports d'équipe. Mais il y a aussi un engouement pour le volleyball en général. Là, j'ai les équipes masculines qui fait remonter tout ça. L'année dernière, j'avais 7 équipes masculines au total. On a créé une ligue multicatégorie, en fait, là. Mais c'est ça. Cette année, on va voir, je vais savoir plus en fin de semaine, mais je m'attends à avoir sensiblement le même nombre d'équipes. Puis le football, c'est ça. On est un petit peu dans un creux de vague, mais l'intérêt est quand même là. Port-Cartier continue à pratiquer. Ils recrutent toujours. Havre-Saint-Pierre, c'est la même chose. Tu sais, souvent. C'est pas évident pour des petits milieux avoir une équipe de football. Mais là, on a réduit un peu du juvénile à 8, c'est plus pensable, peut-être. Oui, puis c'est pas juste, faut penser aussi qu'en football, c'est pas juste l'équipe, les joueurs, mais aussi l'équipe d'entraîneurs qui est difficile à recruter. Ça prend beaucoup d'entraîneurs, puis ça prend des gens qui connaissent ça. Exactement. Et c'est important de dire, là, pour les matchs. Donc, il y aura des matchs le samedi 15, c'est tous les samedis. Donc, ce que je vais nommer, c'est tous les samedis. Donc, 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre et 5 novembre. Et ça, c'est important, là, le football. Là. Il y a des sports, tu sais, qui sont en gymnase à l'intérieur. C'est plus difficile là, de faire beaucoup de bruit ou de crier ou d'aller encourager. Mais le football, là, il me semble que c'est fait pour ça. Là. On a la culture du tailgate, là, de l'avant-match, avec les cheerleaders, normalement. En français, c'est quoi, des meneuses de claques? Mais le cheerleading, je pense, c'est rendu un terme francisé. C'est francisé, bon. Donc, ça vaut la peine de se déplacer et d'aller encourager nos jeunes. C'est quand il fait beau comme ça, là, l'automne, là, ça vaut la peine d'aller les encourager. On a un beau terrain ici à cette île. Tout à fait. Puis souvent, il faut s'habiller comme faut. Mais tu sais, les jeunes, ils travaillent fort. Ça vaut la peine d'aller les encourager. Puis d'être là pour les supporter. Ça c'est sûr. C'est vrai dans toutes les disciplines. On a une belle mezzanine à Jean du Nord pour le volleyball aussi quand il y a des gros tournois. C'est vrai, des fois, on pense moins à aller encourager les jeunes dans un gymnase. Mais dans un gymnase. C'est des athlètes qui méritent le même encouragement. Oui, mais dans un gymnase avec des crécelles puis des trompettes, là, il me semble que ça résonne un peu plus que dehors, dans un terrain de football. Il me semble qu'on peut se laisser un petit peu plus aller. Hey, bon début de saison. Continuez votre bon travail du côté du RSEQ. Les jeunes en ont bien besoin. C'est toujours un beau parcours intéressant dans les différents sports que vous appuyez et que vous encadrez. Cindy Honzel, directrice générale du RSEQ Réseau du sport étudiant du Québec, section Côte-Nord. Merci beaucoup. Merci.
Et puis Tommy, un gros merci pour ta participation à la co-animation de Côte-Nord Attitude. On va continuer de suivre l'actualité régionale dans les prochaines heures, mais la prochaine émission d'actualité d'affaires publiques, ça sera lundi midi. Oui, moi je vous ai teasé mardi. Cette semaine, à partir de demain, on vous met des podcasts, donc les en format, donc vous allez pouvoir réécouter. Allez sur notre page Facebook de Pure FM, vous allez pouvoir trouver les liens. À chaque vendredi, on mettra toutes les émissions de la semaine en direct sur dans le fond, en lien sur YouTube. Cette semaine, on a eu un petit problème là, avec notre machine. Elle a pas fonctionné pour certaines journées, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les émissions depuis le début de la saison et le reste par la suite. Entre autres, l'entrevue de ce midi avec le maire Régent Porlier devrait être disponible sur le Facebook avec ce nouveau concept. Comment ça s'appelle ça? C'est des balados-diffusions en français, mais un bon vieux podcast, là. Donc, c'est pouvoir réécouter nos émissions. Ils l'ont pas francisé, podcast? C'est pas comme des cheerleading? Non, c'est une balado-diffusion. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.